Les champs marginaux de Tchibouela. Comment, monsieur Alphonse Maboussou, permettez que Oui. on s'arrête un peu à ce niveau. Vous dites que le Parti congolais du travail est actionnaire dans une affaire de pétrole, c'est cela? Oui, ils sont actionnaires dans une société qu'on appelle Petro-Congo, où toutes les affaires de l'État trouvent leur solution au travers des parts qu'on y a injectées, ce qui fait que parfois on paye les fonctionnaires, on ne sait pas d'où vient l'argent, parfois on finance les armes, on ne sait pas d'où vient l'argent, parfois on traficote les élections, on ne sait pas d'où vient l'argent. Vous pouvez comprendre avec moi que Petro-Congo, c'est cette nébuleuse où ils se retrouvent tous comme pour se partager les prébendes du pétrole. Voilà. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir encore choisi Télar TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir le nouveau monsieur Alphonse Maboussou, consultant d'expertise pétrolière et minière. Il a travaillé 11 ans à Schlumberger. Il est également membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Sur la table de notre entretien, l'incendie qui s'est déclaré sur une plateforme pétrolière le 15 février 2022 à Pointe-Noire. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télar TV, soyez les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, monsieur Alphonse Maboussou, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Perrin. Tous les Congolais avaient les yeux rivés vers la plateforme, une des plateformes du champ pétrolier Emeraude, bien entendu. Qu'est-ce qui se serait passé selon vous, puisque vous êtes technicien en la matière, que se serait-il passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a dû déclencher, par exemple, cet incendie? Voilà. L'une des plateformes donc, de ce champ Emeraude a pris feu. Notons qu'il y a deux types de plateformes puits sur ce champ. C'est la 4 pieds quadripode, où la production des puits est collectée dans un séparateur qui permet de retirer le gaz venu avec le brut et aussi parfois l'eau sur celle des plateformes qui disposent des systèmes de traitement d'eau, mais très rudimentaires sur Emeraude, où l'eau retirée est rejetée à la mer, nonobstant l'impact environnemental, et le brut est expédié par des pompes vers la plateforme principale, celle qui a brûlé. Le deuxième type de plateforme est celle à 3 pieds, qu'on appelle tripode, dont on voit une en image à côté de la plateforme en feu, et dont la production est envoyée à la plateforme centrale. Ainsi, la plateforme centrale reçoit tout le brut du champ dans un premier ballon séparateur appelé premier étage de séparation ou séparateur de production. Le gaz est retiré et envoyé directement à la torchère. Il est d'ailleurs question de supprimer définitivement tout le gaz torché et l'intégrer dans le gaz naturel liquéfié transporté vers la centrale électrique du Congo pour la production de l'électricité et le gaz des ménages, une recommandation de l'OPEPS. Cette recommandation a exigé la fin de ces torchères jusqu'à quand? Apparemment, c'était en 2020, non? Oui, tout à fait. Il y a même eu une note du ministre des Hydrocarbures qui rappelait, qui donnait un dernier délai aux derniers qui ne l'avaient pas encore fait. Mais vous savez que généralement, le gouvernement du Congo a des accointances avec certaines sociétés pétrolières, dont Perenco, ce qui fait que, et Wingwa d'ailleurs, ce qui fait que parfois les mesures qui sont imposées à ces sociétés n'ont pas d'effet parce que, écoutez, quand vous regardez vers le ciel, vous avez l'épée de Damoclès sur vous. Voilà. Oui, monsieur Alphonse Maboussou, question de remettre un peu nos téléspectateurs dans le contexte. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique sur Emeraude? Et Emeraude semblait être la plus grande découverte, parmi les plus grandes au monde. Mais sauf que les hydrocarbures qui se trouvent emmagasinés dans les réservoirs sont
difficiles d'extraction, ce qui fait que même Total, qui a exploité ces gisements depuis 1965 par la SPAEF, etc., a eu des difficultés à y sortir des quantités réellement très importantes. Mais le gisement est là aujourd'hui. Il est en train de produire 10 000 barils et Perenco et les associés qui l'accompagnent dans ce champ marginal, ben, ils trouvent leur compte. Hein. Voilà dans ce que je peux dire rapidement dessus. Mais sinon, Total était donc propriétaire et quand c'était arrivé à maturité, Total a cédé donc le champ à l'État congolais, donc à la société nationale, qui devait trouver d'autres partenaires pour l'aider à tracter donc la production sur ce champ. Et ils ont trouvé utile de signer des accords avec Perenco. On en reviendra parce que j'essaierai d'élaguer la participation de Perenco sur l'ensemble des champs marginaux dont dispose le Congo aujourd'hui. Et donc, si j'ai bien compris, la plateforme qui a brûlé appartient à Perenco, c'est cela? Tout à fait, ça appartient à Perenco. Je n'avais pas fini d'expliquer ce qui s'est réellement passé, parce qu'il faut voir les conséquences ou en définir les causes. Je sais pas Alors, c'est le cas, bien entendu, de nous parler de cette entreprise, de cette société, Perenco. Comment s'est-elle installée au Congo-Brazzaville et quelles sont ses ramifications? Avec qui travaille Perenco? Bon, disons que Perenco, l'histoire de Perenco a débuté en 1975 avec le Français Hubert Peredo. Depuis cette date, le groupe, qui utilise des méthodes peu orthodoxes au niveau sécurité, n'a cessé de faire du profit à travers le monde dans les champs marginaux qui lui sont confiés. Aujourd'hui, la croissance de Perenco continue avec François Hubert Marie Peredo, qui est un ingénieur de l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs de France, donc spécialiste en la matière, et qui a pris la relève de l'entreprise après le décès de Hubert en 2006. Notons aussi que la famille Peredo est propriétaire des vignes bordelais Margaux, qui est très prisé, et cette famille se classe en 19e position des fortunés de France. Donc, la société Perenco va donc arriver au Congo en 2015. Et il ne pouvait se retrouver opérateur sur les champs marginaux du Congo et les plus prisés sans avoir un deal avec M. Denis Sassou Nguesso, qui est autoproclamé président du Congo. Je peux vous citer les différents champs auxquels cette société fait partie, ou d'ailleurs, elle est opératrice, et les différentes sociétés qui l'accompagnent. Nous avons les champs marginaux de Yombo Maseko, du permis ex-marine 1, qui produit 3 700 000 barils par an de fuel, avec une participation de 42% pour la SNPC, 39,5% pour Perenco et 18,5% pour Petro-Congo, qui semble être la société de M. Denis Sassou Nguesso et les membres du gouvernement, plus le PCT. Les champs marginaux de Tchibouela. Comment, monsieur Alphonse Paboussou, permettez que on s'arrête un peu à ce niveau. Vous dites que le Parti congolais du travail est actionnaire dans une affaire de pétrole, c'est cela? Oui, ils sont actionnaires dans une société qu'on appelle Petro-Congo, où toutes les affaires de l'État trouvent leur solution au travers des parts qu'on y a injectées, ce qui fait que parfois on paye les fonctionnaires, on ne sait pas d'où vient l'argent, parfois on finance les armes, on ne sait pas d'où vient l'argent, parfois on traficote les élections, on ne sait pas d'où vient l'argent. Vous pouvez comprendre avec moi que Petro-Congo, c'est cette nébuleuse où ils se retrouvent tous comme pour se partager les prébendes du pétrole. Voilà. Vous avez en plus, oui, je vous en prie, allez-y. Les champs marginaux de Tchibouela 2, qui produit 5 millions de barils par an, de Tchendo, 1 500 000 barils par an, du permis PNGF Sud, avec pour associer la SNPC à 15%, Perenco à 40%,
EMLA, qui est une société de Denis Christel Sassou Nguesso, ensemble avec des Norvégiens qui sont en procès d'ailleurs en Norvège là-bas parce que c'est des mafieux. Eux, ils ont 20% là-dessus. Et Continent, qui est aussi la société de Yaya Moussa, en partenariat avec Denis Christel Sassou Nguesso toujours, et AOGC, qui, elle, est la société de M. Sassou Nguesso et Golkana, qui a 10%. Donc, et Petro-Congo, donc des membres du gouvernement et du PCT, à 5%. Vous avez les champs marginaux de Tibeli, qui produit 969 000 barils, et de l'Itandi, qui produit 409 000 barils par an, du permis PEX, avec pour partenaires les mêmes que PNGF Sud et aux mêmes proportions. Et finalement, vous avez le champ marginal d'Émeraude, du permis ex-PNGF, qui produit 10 000 barils le jour, soit 4 millions de barils par an, qui est d'une génomélange. Et quand vous enlevez les taxes, par exemple, auxquelles ils ont fait face en 2019, ils ont réalisé 131 milliards de bénéfices. 108 milliards. Ça, c'est rien que pour Perenco. Rien que pour Émeraude. Voilà, 108 milliards de bénéfices. Voyez-vous? Donc, par décret donc, numéro 2019-353 du 30 novembre 2019, le Congo a cédé au consortium SNPC, Perenco, les actifs du champ marginal dénommé Émeraude, à hauteur de 15,0038% pour la Société nationale et 84,0062% pour la Société Perenco. Dites-moi dans quel pays vous pouvez mettre ce genre de scénario où on donne presque toute la part belle à une société étrangère, si ce n'est lui-même le président de la République est partie prise. En fait, c'est la question qui s'imposait. Comment se fait-il que le Congo-Brazzaville a une société qu'on appelle la SNPC, donc la Société nationale des pétroles du Congo, mais que tous les champs marginaux, finalement, se retrouvent être gérés par Perenco? Comment justifier cela? Vous pouvez le comprendre. Parce que Perenco, tractant quasiment toutes les sociétés mafieuses du clan et du clan, oui, effectivement, du cartel, disons, elle est en mesure de se tailler la part belle par rapport à la distribution des champs en présence. Je vais vous notifier aussi une chose. Il y a Eni qui venait de libérer un champ marginal qu'on appelle Luango, mais Perenco a refusé ce champ. Pourquoi? Parce qu'il est vétuste. Il date de 1900, disons que sa date de mise en activité, c'est 1969. Vous voyez? Donc, mais c'est pratiquement la même date. Ils ont analysé les coûts de maintenance des plateformes. Ils se sont rendus compte que la plateforme était pourrie, que ça devait leur coûter très cher. Ils ont décliné l'offre. Vous voyez? Donc, c'est à eux de prendre le temps de choisir ou de refuser. Ouais. Mais après, ils cèdent aux autres. Voilà. Mais même Lukoil a refusé. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'on présente d'abord à Perenco qui a tous les privilèges et puis plus tard, on donne aux autres. Parce que Perenco a accepté de tracter les différentes sociétés, les dignitaires qui n'apportent aucun capital au développement de ces plateformes, mais qui récupèrent juste les préventes. Voilà. Alors, le patron de Perenco serait un ancien agent de Total. C'est ce que j'aurais appris. Oui, me semble-t-il, oui, parce qu'il était ingénieur des mines. Après, bon, il a dû passer par Total. Donc, tous les champs marginaux de Total reviennent quasiment de droit à Perenco dans le golfe de Guinée. Oui. Alors, quelqu'un avec qui... un peu partout. Oui. Quelqu'un avec qui nous discutions il n'y a pas très longtemps, là, quelques heures avant même que nous montions sur le plateau, me disait Perenco serait le Wagner de Total.
Ça, je ne peux pas confirmer ce genre En fait, il voulait d'assertion. simplement dire que c'est une société qui a été montée, qui a bénéficié des montages, qui aurait bénéficié des montages de Total pour se constituer. Question, en fait, de donner la gestion de cet environnement parfois risqué que Total ne peut pas prendre pour les raisons de son statut, puisque Total est, disons, coté en bourse, ne Tout à souhaiterait fait. pas, évidemment, se jeter ou se lancer dans des activités où elle sait que c'est vraiment périlleux. Et voilà comment on a dû monter Perenco pour prendre, évidemment, cette responsabilité de sorte qu'il n'y ait pas les répercussions sur Total. Euh, Ça semble être plausible, votre raisonnement, effectivement, parce que Total, de façon générale, avec les contraintes qui sont les siennes dans le cadre ce qu'on appelle des FCPA, c'est-à-dire Foreign Company Protocol Act, et puis dans le cadre, tenant compte de sa stature, elle est obligée, cette société Total, de respecter l'impact environnemental aux activités d'exploration ou de production qu'elle peut être amenée à réaliser dans le monde. Sinon, c'est sa notoriété qui serait affectée. Maintenant, pour contourner effectivement cette contrainte, je vous dis déjà que Perenco, en 2019, a réalisé plus ou moins 350 milliards de francs CFA de bénéfices, avec un baril à plus ou moins $60, soit l'équivalent de 11 794 491 barils qu'ils ont pu avoir. Vous voyez, 11 millions de barils, ce n'est pas négligeable. Donc, et quelque part, on se rend compte que tous les champs que Perenco a récupérés sont les champs de Total. Ça veut dire que des études ont été faites auparavant pour comprendre effectivement de la faisabilité ou de la rentabilité de la suite de ces projets par quelqu'un dont on avait la maîtrise pour que l'argent reste dans la même bourse, en fait. Qu'est-ce qui justifierait finalement, j'allais dire, cette insistance de continuer à exploiter une plateforme aussi vieille que celle qui a pris feu hier, parce que dans son historique tout à l'heure, vous expliquez que Emerald, c'est quand même un vieux champ pétrolier qui a déjà pratiquement plus de 50 ans et que la durée d'activité de ces plateformes, généralement, c'est 30 ans. Par là, on peut, c'est vrai, prolonger jusqu'à encore 50, 10 ans, mais 50 ans, c'est déjà trop vieux. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on continue à forcer l'exploitation de cette plateforme? C'est la rentabilité. La rentabilité, sachant qu'on peut tenir à minima à conserver cette plateforme debout en faisant quelques travaux de maintenance. C'est notamment la peinture liée à la corrosion, la tuyauterie, la mécanique, Pendant combien de temps? etc. Aussi longtemps que Dieu permettra qu'il n'y ait pas de catastrophe. Voyez-vous? Aussi longtemps que cela. Vous rendrez compte qu'il y a une plateforme qui s'est inclinée sur Emerald et qui a coulé. Oui. Vous voyez? Voilà pourquoi il faille solliciter auprès de la société Aker Solutions. Même en 2020, là, il y a une plateforme. Oui, je crois que c'est en 2020, oui. 2020, c'est ça, oui. effectivement. Il faut solliciter auprès de la société Aker Solutions pour qu'elle expertise toutes ces plateformes des champs marginaux pour qu'on sache à quel degré de destruction ces plateformes sont, sachant que généralement, il y a des financements qui sont affectés dans le cas du démantèlement ou de la mise à jour ou même du remplacement de ces plateformes par les sociétés qui exploitaient ces gisements auparavant et qui les ont cédés à l'État parce que la limite économique a été atteinte du fait des champs marginaux. Voyez-vous? Maintenant, c'est à l'État de mettre en place un programme. Mais comme, je ne sais pas, si cet argent qui devait être conservé à la caisse de dépôt et de consignation
s'y trouve, parce que si le Congo a des dettes, c'est parce qu'il il a consommé tout ce qu'il avait comme réserve, quelque part. Vous voyez la problématique qui semble être la nôtre aujourd'hui? Voilà. Alors, ce n'est un secret pour personne. Le clan Sassou Nguesso, il y a beaucoup de membres d'ailleurs qui disposent actuellement des puits pétroliers. Est-ce que cela est prévu dans le code pétrolier congolais? Dans le code pétrolier congolais, ils ont ouvert une brèche qu'ils ont appelée congolisation de local content, c'est-à-dire la congolisation de l'activité pétrolière. Il est possible à toute société, à tout individu, constitué, à toute personne physique constituée individuellement ou collectivement, de prendre des parts dans l'offshore ou l'onshore, dans l'activité pétrolière. Mais sauf que celui qui donne la signature, toutes les signatures se donnent à Oyo. Oui? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, même si vous êtes du Parti congolais du travail ou des mêmes réseaux ou de la même famille ou du même clan, que vous ayez accès aux mêmes privilèges. Voyez-vous? Donc, la majorité des sociétés qui se sont créées sont les leurs. Vous prenez le cas de Orion Oil, qui appartient à M. Ebata. Vous prenez AOGC, qui appartient à lui-même, M. Sassou Nguesso. Vous prenez Filia, qui est apparemment un trader, mais qui appartient à Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous prenez Continent, qui apparemment, bon, on a mis M. Yaya Moussa devant, mais c'est la société de M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous prenez Ifouret qui appartient au Parti congolais du travail. Vous prenez Petroleum, qui est la société de M. Comment il s'appelle, Maurice Nguesso, etc. Voyez-vous, cherchez l'erreur. Il n'y a même pas d'erreur. Finalement, tout le pétrole congolais appartient au clan Denis Sassou Nguesso, j'allais dire. Hélas. C'est ce que nous constatons avec amertume. Alors, puisqu'il y a eu cet incendie qui apparemment, peut-être pas apparemment, c'est l'information qu'on a eue, que 24 heures après, l'incendie a été maîtrisé et j'ai semblé même lire que finalement la production avait repris. Est-ce que c'est possible, aussitôt maîtriser l'incendie, qu'on reprenne l'activité, c'est-à-dire la production, sans un préalable, c'est-à-dire sans procéder par d'autres examens d'évaluation pour savoir ou pour évaluer un peu l'impact de cet incident? Généralement, il y a 7 personnes qui travaillent sur ce genre de plateforme de production, parce qu'on ne fait pas de travaux de maintenance et tout. Donc, ce sont des producteurs qui sont là au quotidien, qui assurent donc le bon fonctionnement de la production. Mais de ce que nous avions entendu, quelqu'un disait qu'il y avait 20 personnes qui étaient postées sur cette plateforme. Ça veut dire que la plateforme devait être en maintenance, parce que cette surpopulation que nous avons constatée de 20 personnes signifie simplement que la plateforme devait être en maintenance et donc, au niveau du monitoring, ils ont dû lever le pied sur les mesures de sécurité pour permettre donc la réalisation des travaux de maintenance et reprendre la production une fois les travaux de maintenance terminés. Vous voyez? Donc, le pétrole qui arrive donc en surface se trouve saturé, et au niveau du monitoring, on constate la montée de pression. Donc, ce pétrole ne pouvant être emmagasiné là où il s'est trouvé saturé, a pris donc la direction de la torchère. Donc, là où on brûle le gaz, parce que la torchère, c'est une tangente qu'on prend et on suspend, qui est suspendue loin, je dirais à 1 kilomètre, à 1 kilomètre de la plateforme, pour permettre de brûler le gaz qui sort donc de la plateforme. D'ailleurs, ce gaz ne doit plus être brûlé. Je l'ai dit auparavant. Voilà. Donc, ce pétrole arrive au niveau de la torchère et prend feu. Parce qu'il y a incendie lorsqu'il y a 3 éléments qui rentrent en union, c'est-à-dire le combustible, le comburant et la source de chaleur. Le combustible étant ce brut, qui
va se retrouver sur la torchère qui brûlait déjà, parce qu'il brûle le gaz, qui croise donc le feu, et le vent. Le vent qui allait dans tous les sens, qui nous laissait entreapercevoir comme une plateforme qui brûlait. Mais en fait, ce sont des lamelles de brut qui se jetaient dans l'eau, en mer, voyez-vous, et qui prenaient feu. Mais les plateformes sont restées intactes. Donc, l'opération de sauvetage consistait à boucher les puits ou à fermer le passage du brut d'un collecteur vers un autre pour que ça ne puisse pas aller au niveau de la torchère. Voyez-vous? Donc, et malheureusement, au niveau de cette plateforme, il n'y avait pas un bateau qui pouvait pomper de l'eau. Autrement, on n'aurait même pas constaté qu'il y avait incendie, parce qu'il aurait pu maîtriser effectivement cet incendie le plus vite que possible. Mais avec l'appui des plateformes en production dans les environs, le bateau est arrivé. Vous savez, le bateau va prendre un peu plus de temps pour arriver. Il est arrivé et nuitamment, ça a injecté de l'eau et puis tout est rentré dans la normale. Voilà. Et cela veut dire que pendant qu'on était en train de faire ces travaux de maintenance, il n'y avait pas ce bateau aux alentours. Ce n'est pas un manquement, ça? Ah, c'est un manquement, effectivement, parce que Perenco n'est pas spécialiste est reconnu au niveau mondial comme étant mauvais payeur dans le cadre de la sécurité des activités pétrolières. Ça, c'est reconnu. Et donc, dans le cas de l'incendie du 15 février 2022, on peut dire qu'il n'y a pas eu, c'est beaucoup plus de peur que de mal, c'est sans impact environnemental et écologique, c'est cela. Il n'y a pas eu d'impact humain, d'impact environnemental, écologique. Si, quand même, les poissons, vous voyez ce brut qui s'est jeté dans la mer. J'espère que ce likouf ou ce lidongo qui va se retrouver au marché de Pointe-Noire, les gens qui vont le consommer, ils vont avoir le cancer. Hein, voyez-vous? Donc, rien n'est négligeable. Voilà, rien n'est négligeable. Mais du point de vue des plateformes et du personnel qui se trouve sur ces plateformes-là, il n'y a pas eu d'incident majeur en tant que tel. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Alphonse Maboussou. Probablement que vous avez un mot de la fin, c'est cela, pour conclure. Voilà, pour conclure, je dirais que s'il y a des dispositions à prendre par rapport à ce genre d'incident, c'est d'arrêter de faire brûler le gaz, comme cela avait été édicté par l'OPEPS. Ensuite, l'État congolais doit cesser de fermer les yeux ou de lever les pieds aux méthodes kafkaïennes employées par Perenco pour le fonctionnement efficient des plateformes. C'est le moment de se poser la question sur ce que l'on fait des fonds collectés aux fins de constitution de la provision pour abandon et réhabilitation des sites. Pendant que vous en parlez, Monsieur Alphonse Maboussou, à quoi sert donc le compte séquestre, n'est-ce pas, pour tout cela? Effectivement, le compte séquestre concerne la mobilisation effectivement de cet argent permettant, le jour où il y a un incident, de pouvoir mobiliser ses ressources. Maintenant, allez poser la question au gouvernement si cet argent est disponible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci, Monsieur Alphonse Maboussou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Vous avez travaillé 11 ans chez Schlumberger. Vous êtes également membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. J'aimerais juste vous rappeler notre prière, c'est de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des programmes Teler TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.